Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 30 août. La colère anti-prix du gazole monte, les marins pêcheurs bloquent les ports, les agriculteurs, les routiers jusqu'aux taxis menacent. Vous saurez tout sur les baisses d'impôts, mais demain, de la vignette automobile à l'impôt sur le revenu, on prévoit 120 milliards de baisses en 3 ans. Explication demain dans cette édition avec Laurent Fabius. On a évité le pire à la station de métro Notre-Dame de Lorette à Paris à la mi-journée. Une rame s'est couchée, il y a 24 blessés. Après le retour des premiers ex-otages de Jolo, une nouvelle attente commence pour ceux qui sont restés aux mains des rebelles musulmans. Maryse Burgot, qui est revenue hier avec Sonia Van Ling et Marie Moerbès, est ici avec nous et nous en parlerons ensemble. Didier Deschamps, le capitaine de l'équipe de France de football, annonce sa retraite internationale après une carrière exceptionnelle. Les pêcheurs, les routiers, les agriculteurs font cause commune et protestent chacun à leur manière contre le prix du carburant qu'ils utilisent, à savoir le gazole, trop cher. Ils estiment perdre plusieurs milliers de francs chaque mois compte tenu de la hausse des prix. Alors voyons d'abord les pêcheurs qui ont installé des barrages bloquants tout trafic au sortir des ports de la Manche. C'était le cas depuis ce matin à Calais, Dunkerque et Boulogne, où les ferries de voyageurs étaient empêchés de traverser. Mais les pêcheurs ne se sont pas contentés de cette seule action. Reportage Mathias Illion et Fabrice Dujardin. Allez, on se calme. Ok. Brève altercation entre un automobiliste et des pêcheurs en colère au péage d'Ermelingue sur la 16. Des pêcheurs qui tentent d'expliquer pourquoi ils bloquent les ports de la région, mais aussi les routes. Ça arrive à 25 000 balles de gasoil par semaine. L'année dernière, on était en gros à 7 000 ou 8 000. Ça ne peut pas aller. Puis tout ça, ça se répercute. Hein. Le transporteur, il paye plus cher, il répercute le prix du poisson. Un discours qui ne convainc pas tout le monde dans les voitures à l'arrêt. C'est dommage de bloquer. On a 2 enfants, ils ont chaud et puis je ne sais pas encore pendant combien de temps on va attendre. Moi, je trouve que dans le fond, ils ont raison de se défendre. Leur gasoil, il est presque doublé. Ils ne peuvent plus continuer comme ça, ouais. C'est impossible. Du côté des patrons pêcheurs, on se prépare à tenir jusqu'au week-end. Personnellement, je ne crois pas que le gouvernement va faire beaucoup de choses. Il n'a pas totalement compris ce qu'on voulait. Je pense que ça va monter dans les jours qui viennent avec des journées nationales, avec les agriculteurs et les transporteurs routiers. Je pense vendredi ou samedi. Pour monter dans les voitures. Pour monter dans les voitures. Le barrage filtrant a été levé en fin d'après-midi. Pendant ce temps-là, à Boulogne, les pêcheurs qui bloquent le port trompent l'ennui. Conséquence du blocage des ferries à Calais, des files de camions qui s'étendent sur plusieurs kilomètres à l'approche du terminal du tunnel sous la Manche. Autre victime du blocus, les compagnies transmanche et leurs passagers. Ce matin, nous avons redirigé une grande partie de ces voyageurs vers le tunnel sous la Manche, qui a pu donc absorber, je pense, ce flot continu. Actuellement, cet après-midi, il y en a quand même beaucoup plus. Et là, maintenant, on commence à les rediriger vers Zeebrugge. Des compagnies qui ont assigné les pêcheurs devant la justice pour entrave à la liberté de circulation. Des pêcheurs qui menacent désormais de bloquer l'entrée du tunnel sous la Manche. De très nombreux ports sur l'Atlantique et les Méditerranées ont également été perturbés par les mouvements protestataires des pêcheurs dans le Finistère, dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Malo, mais aussi à Fos-sur-Mer, Marseille, Port-de-Bouc, Martigues-la-Vera et Port-Saint-Louis-du-Rhône. De plus, un appel à l'aide à la grève a été lancé aux pêcheurs de haute mer. À noter que la compagnie tunisienne de navigation a décidé d'annuler tous ses voyages entre Tunis et Marseille en raison donc du blocage des ports. Demain, une réunion aura lieu au ministère de l'Agriculture, réunion d'un comité national des pêches maritimes en présence de Jean Glavany. Certains artisans pêcheurs sont quand même partis en mer, ils ne peuvent se permettre de cesser leurs activités, ils veulent parfois tout simplement éviter la faillite, mais leur discours ne varie pas. Si le prix du carburant augmente encore, ils ne pourront plus faire leur métier. Voyez le reportage en compagnie de ces marins du port de Loctudy dans le Finistère Sud avec Émilie Lançon et Marine Minçan. Hervé et Stéphane sont les plus jeunes pêcheurs du port de Loctudy. Ils aiment la mer et la pêche à la langoustine qu'ils pratiquent hiver comme été. Pendant des heures, les chaluts raclent le fond de la mer. Il faut des moteurs puissants, des moteurs qui consomment beaucoup de gazole, 600 litres par jour pour ce petit bateau. Les marins pêcheurs sont très déterminés. La hausse du prix de l'essence, Stéphane s'en préoccupe à chaque minute. C'est une question de survie. On tire sur la ficelle le plus qu'on peut. On essaye de faire plus d'heures de mer, plus de jours depuis le début de l'année. Mais on ne pourra pas continuer éternellement comme ça. En ce moment, le prix du gazole tourne autour des 2 francs.
Les marins estiment qu'un prix acceptable est de 1,30 franc. Hervé est matelot sur ce bateau. Lui aussi est concerné par la flambée des prix du carburant, car en mer, c'est la tradition, on partage les frais. Par mois, là, je perds 2400 francs net par mois là, avec le prix, l'augmentation du gasoil. Si le prix du pétrole continue à augmenter, certains pêcheurs ne pourront pas suivre. Ils resteront à quai avec le risque de faire faillite. Les marins en appellent une nouvelle fois à l'État. Si l'État ne nous aide pas, ce sera son choix, mais à ce moment-là, il faudra bien qu'ils nous disent ce que ces gens-là vont devenir. Alors effectivement, si l'État ne fait pas, l'État ne fera pas. Mais si l'État ne fait pas, qui fera? Contrairement aux transporteurs routiers, les marins ne peuvent pas répercuter le prix de l'essence sur la marchandise. Le prix du poisson se fait à la criée en fonction de l'offre et de la demande. 40 francs le kilo de langoustine en ce moment. Les pêcheurs sont donc entièrement dépendants du prix de l'essence. La solution vient des pays producteurs, donc principalement de l'OPEP, et on attend tous cette réunion du 10 septembre avec impatience pour voir s'ils décideront à ouvrir les vannes et à baisser le prix du baril. Dans l'immédiat, les pêcheurs comptent surtout sur leur rencontre de demain avec Jean Glavany, leur ministre. Après les pêcheurs, les agriculteurs, ils ont mené différentes opérations contre le prix du gazole. On les voit ici, place du Capitole à Toulouse. Ils sont également manifestés en Corrèze, un peu partout dans la région Midi-Pyrénées. La FNSEA a officiellement incité les agriculteurs à soutenir les marins pêcheurs par des barrages routiers ou des opérations, notamment aux pompes des grandes surfaces. Et après les pêcheurs et les agriculteurs, les routiers, ils paient la taxe intérieure sur les produits pétroliers et c'est pour eux une vieille revendication de la profession qui réclame la baisse de cette taxe. Nathalie Moisan, Séverine Lebrun, Vincent Ferreira et Maryse Richard ont recueilli les témoignages de transporteurs de la région parisienne. C'est redevenu un réflexe comme au temps des grands chocs pétroliers. Chaque fois que son camion est à l'arrêt, André coupe le moteur. C'est contrôlé au niveau de l'exploitation et ils savent exactement ce qu'on consomme, chaque chauffeur, quoi. Donc à partir du moment où on a une surconsommation, déjà on a un rappel à l'ordre. Avec son camion, André fait un plein par jour, 400 litres de gazole. Et avec les prix actuels, à la fin du mois, cela fera pour sa société un surcoût de 6 000 francs par véhicule. Pour s'en sortir, son patron demande à l'État de détaxer les carburants. Chaque ensemble de ce type-là, qui parcourt quand même 10 000 km, encore une fois, qui consomme 3 800 litres par mois, travaille à perte. Il faut absolument que l'État fasse un geste et régule les hausses de gasoil par une diminution de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Dans les entreprises familiales aussi, les factures pèsent de plus en plus lourd. C'est épouvantable ça c'est un truc de dingue. Parce qu'entre janvier 99 et août 2000, on est à 49,2% d'augmentation. Philippe et Françoise emploient 25 conducteurs. Le gazole leur coûte chaque mois 130 000 francs de plus qu'il y a un an. Nous, on est une PME. On dit qu'on est la force vive du pays. Mais qu'on nous laisse travailler. On va être coincés tout à l'heure. On va plus pouvoir rouler. Ajoutée à la hausse du prix du gazole, la mise en place des 35 heures, Philippe dit ne plus pouvoir faire face. Il est prêt à se joindre au mouvement de grogne des pêcheurs si les routiers n'obtiennent pas satisfaction. Et puis il faut prévoir d'autres manifestations demain matin à Paris avec peut-être vendredi la mobilisation de taxis, toujours contre la hausse des prix du carburant. Usagers ou professionnels semblent avoir ainsi un même sentiment. On a dépassé les limites acceptables. Mais il est vrai que si l'on a un peu de mémoire depuis des décennies, à chaque hausse, le mécontentement a toujours été très fort. À chaque hausse, on a eu l'impression que trop, c'était trop. Voici un rappel des ras-le-bol successifs avec Jean-Jacques Dufour et Bernard Puissesseau. Vous travaillez à la station-service en face? Oui. Il est à combien en ce moment le prix de l'essence? Ah, je sais pas. Il n'ose pas le dire, mais il paraît que c'est cher, trop cher. Alors ça, c'est atroce. C'est atroce l'augmentation du prix de l'essence. Cela dit, et sans remonter jusqu'au début de l'automobile, il faut avouer que depuis 30 ans, l'augmentation du prix de l'essence provoque régulièrement des vapeurs. Le prix de l'essence augmentant, automatiquement, le prix des pourboires augmente et tout augmente. C'était en 74, à l'époque, le litre de super coûtait 1 franc 76. 7 ans plus tard, en 81, le litre était à 3 francs 92 et bien évidemment, on continuait de râler. C'est quand même un peu scandaleux que ce soit à ce prix-là. Bon, maintenant ils augmentent à chaque jour, alors je crois qu'on peut rien y faire.
Désormais, le seuil de tolérance est atteint, les automobilistes sont à bout. Mais la grève est vraiment inéluctable. Ce coup-ci, c'est fini, on ne peut pas aller plus loin. Avec l'an 2000, rien n'a changé. Devant les pompes, on brandit toujours la menace de la grève. Je trouve ça scandaleux, j'espère bien que ça va changer, que tout le monde va se foutre en grève. Curieusement, et si l'on en croit les spécialistes, en francs constants, l'essence n'a guère augmenté. Il paraîtrait même qu'elle est moins chère qu'en 85. Incroyable, d'ailleurs personne n'a voulu me croire. Donc vous y croyez pas quand je vous dis qu'en 85 elle était moins chère en francs constants? Vous ne croyez pas? Enfin, je vous crois pas. Je vous crois parce que vous le dites. Mais enfin, je m'en rends pas beaucoup compte. De toute façon, à plus de 7 francs le litre, elle reste chère, même pour un Américain. Vous payez 5 fois plus cher en France qu'aux États-Unis. Oui, c'est cher, mais c'est les impôts. Toujours les impôts. Je lui refais, mouette, elle me refait, mouette, on se refait, mouette, et puis ça y est. Ce soir à Londres et New York, les prix du pétrole étaient plutôt à la baisse, et ce alors que l'on annonce que l'Arabie Saoudite se déclarerait favorable à une augmentation adéquate, entre guillemets, de la production de pétrole. Et ces protestations contre les hausses des prix du pétrole n'arrivent pas par hasard. Demain, le ministre de l'économie et des finances, Laurent Fabius, doit dévoiler un plan de vaste ampleur, a-t-il dit, de baisse de la fiscalité. Il le fera ici même dans notre édition de 20h. Pour l'instant, on suppute beaucoup sur la suppression de la vignette automobile, ce qui paraît inacceptable à certains. Reportage Luc Bazizin et Arnaud Boutet. La vignette, c'est comme certaines routes, il y a des hauts et des bas. Cette puissante voiture affiche par exemple 32 chevaux fiscaux. Sa vignette coûte donc 15 340 francs dans le Vaucluse. En revanche, pour ce petit modèle de 4 chevaux, cela revient à seulement 146 francs dans la Marne, soit 105 fois moins cher. Une différence de prix d'un département à l'autre et surtout d'une cylindrée à l'autre. Déjà, des voix grincent dans la majorité plurielle. Les Verts regrettent que le cadeau fiscal ne soit pas égal pour tous. Nous pensons que la suppression de la vignette est une mesure démagogique qui n'arrange rien. Ça apparaît subtil, ça apparaît juste, ça apparaît égal, sauf que tout le monde n'a pas la même voiture. De leur côté, les communistes estiment que la suppression de la vignette n'est pas suffisante et avancent même quelques idées pour chouchouter encore davantage l'automobiliste. La baisse de la vignette, c'est une bonne chose, mais il faut également des mesures pour baisser le prix de l'essence, en prenant sur les marges des pétroliers et en baissant les taxes de l'essence qui permettraient de baisser de 20-30 centimes le prix de l'essence à la pompe. Vous êtes le premier, monsieur. Le premier? Vous tombez bien. Pourquoi les automobilistes attendent toujours le dernier moment? C'est-à-dire que les jours de pointe sont les 3 derniers jours, parce qu'ils estiment qu'ils ont toujours le temps, et puis que peut-être elles sont supprimées. Elle était effectivement censée rester provisoire, la vignette. Créée en 1956, elle devait alors rééquilibrer le financement des retraites. 44 ans plus tard, sa disparition pourrait enfin devenir réalité. Outre la vignette automobile, il est question de baisser les taux d'imposition sur le revenu. Mesure sans doute très appréciée par les contribuables qui, sitôt rentrés de vacances, se sont rendus à leur centre des impôts pour s'interroger. Reportage Peggy Leroy et Jean-Louis Boussert. Bonjour madame. Bonjour madame. Au suivant, au centre des impôts du 12e arrondissement, la salle d'attente ne désemplit pas. Il faut dire que pour déposer une réclamation, l'accueil n'est ouvert que 2 matinées par semaine, sans rendez-vous. Alors forcément, on fait la queue entre impatience et inquiétude. Je me demandais ce qui m'arrivait. J'aurais pas toute ma vie, j'aurais à payer cette somme-là. Je me tire une balle dans la peau. Hein. Vous aurez du mal à payer vos impôts cette année? Du moins, il y a une partie là, jusqu'à la fin de l'année, ça équivaut à une paye quasiment. Donc ça me paraît beaucoup, oui. Parce qu'il y a eu je voulais vous voir. Arrive enfin l'entretien et souvent les explications rassurantes de l'agent des impôts. Avez-vous bien coché la case T et signalé que vous partagez l'appartement avec votre frère, avec une... Mais même après rectification, peu de contribuables perçoivent la baisse annoncée au début de cette année. J'avais même droit à la gratuité pour les transports. À mon âge, ça a été supprimé parce que j'ai eu un petit rappel. Alors, je ne suis pas tellement contente. Vu que là, maintenant, nous sommes mariés, le cumul des deux, ça fait une mensualité plus importante. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait prévenir les impôts pour leur dire « Attention, on va payer beaucoup plus, donc il va falloir augmenter les mensualités ». Et si le contribuable veut aménager ses paiements, ce n'est pas le même guichet, le centre des impôts ne peut rien pour lui. Il faudra se rendre à 1 km de là, au trésor public. Et là, pour payer, c'est plus pratique, c'est ouvert tous les jours.
De cette actualité fiscale, il fut beaucoup question au cours du Conseil des ministres ce matin, un Conseil des ministres auquel, évidemment, Jean-Pierre Chevènement n'assistait pas. Son successeur au ministère de l'Intérieur, Daniel Vaillant, était là, ainsi que le nouveau ministre chargé des relations, c'est M. Christian Paul, mais il y avait aussi le ministre chargé des relations avec le Parlement, Jean-Jacques Quiram. Voilà Daniel Vaillant. La ministre déléguée à la famille, Ségolène Royal, a annoncé un effort en faveur des modes d'accueil collectif. Un plan doit permettre d'accueillir de 30 000 à 40 000 enfants supplémentaires dans les établissements et les services grâce à la mise en place d'un fonds exceptionnel d'1,5 milliard de francs, et ce pour la création de places dans les crèches. Un très spectaculaire accident de métro cet après-midi à Paris, à la station Notre-Dame-de-Lorette, dans le 9e arrondissement. Une rame s'est couchée. Heureusement, il n'y a pas eu collision et l'on a ainsi évité le pire. 24 personnes ont été cependant blessées, mais sans trop de gravité. Reportage Stéphane Bretner, Loïc Delamornay, Philippe Jasselin et Jean-Yves Blanc. 1 mètre de plus et c'était le drame. Après une longue glissade sur le côté, la voiture de tête s'immobilise juste avant le choc avec l'autre voiture à quai. Il est 13h22, les pompiers sont déjà sur place. Un par un, les premiers blessés sont évacués. Ils ont déjà reçu des soins d'urgence sur le quai de la station et vont être dirigés vers les hôpitaux. À la sortie de la bouche de métro, ce café a été transformé en poste médical avancé. Choqués, une trentaine de voyageurs se confient aux médecins du SAMU et aux psychologues. Cela fait déjà 40 minutes que l'accident a eu lieu. Métro Notre-Dame-de-Lorette, une rame en provenance de la station Saint-Georges s'apprête à entrer en gare. Dans le tunnel, la voiture de tête se couche, glisse et s'arrête à 1 mètre de la rame d'en face, stationnée à quai. Sensation d'accélération, et puis plus de lumière, plus rien, puis le métro qui freine brusquement, la table qui tombe, j'essaie de la rattraper, je tombe en même temps, on se cogne, puis ça s'arrête, on se relève sans savoir ce qui s'est passé. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, vient aux nouvelles. Première sortie officielle au milieu des blessés. Les 160 pompiers sur les lieux continuent leur travail. 23 blessés sont hospitalisés, une trentaine choqués. On a évité le pire. Cet accident, effectivement, aurait pu faire beaucoup plus de blessés s'il y avait eu une percussion entre la rame rentrant en station et celle qui était à quai. Au siège de la RATP, on parle d'événements exceptionnels et l'on avance 3 hypothèses. Un problème sur la voie, une défaillance mécanique de la rame ou bien une vitesse excessive du métro. Ce soir, la station Notre-Dame-de-Lorette est bien évidemment fermée après cet accident extrêmement rare, seul précédent depuis un demi-siècle, un déraillement sans gravité en 1996. Alors, une commission d'enquête a été mise en place par le ministre des Transports et puis une information judiciaire pour blessure involontaire a été ouverte contre X. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'éléments d'explication. Alors, avec l'aide des services de la RATP, Caroline Gauthier et Raymond Chaplard ont tenté de comprendre certains aspects du fonctionnement d'une rame de métro. Le signal est fermé devant, donc ça veut dire qu'il y a un train qui stationne. Bobigny, place d'Italie, Philippe Chouda connaît la voie par cœur. C'est ce qu'exige la RATP de chacun de ses conducteurs de métro. Pour une meilleure sécurité, il faut avant tout apprendre le parcours, sa géographie. Ça signifie, apprendre toutes les particularités de la ligne, les pentes, les montées, les descentes, les vitesses, les signaux, etc. quoi. Au conducteur ensuite d'adapter sa conduite, à l'entrée des stations surtout. Pour cela, il dispose du pilotage automatique. Moi, je choisirais plutôt l'automatique en heure de pointe. Ça permet de mieux surveiller la montée et descente des voyageurs. Chaque agent est donc formé sur sa propre ligne. Reste l'imprévisible. On ne le prépare pas à avoir un train qui se renverse parce que ça ne s'est jamais produit depuis que le métro existe. On ne le prépare pas à dérailler parce que c'est extrêmement rare, mais on le prépare à réagir à toutes les situations anormales, quelles qu'elles soient. C'est pourtant bien une voiture qui s'est renversée à la station Notre-Dame-de-Lorette. Un événement rarissime sur cette ligne 12, toujours équipée de roues en fer, le plus ancien système sur les lignes parisiennes. Il y a toujours 24 otages aux mains des rebelles musulmans sur l'île de Jolo, mais hier soir, vers 21h30, Sonia Van Ling, Marie Moarbès et Maryse Burgot sont arrivés à Roissy. Vous voyez ces images. C'était dans l'avion du ministre Charles Josselin, après une dernière étape à Tripoli. Vous avez pu suivre leur arrivée hier, en direct sur France 2. Un autre des 6 ex-otages, Werner Wallert, lui a regagné à Hanovre, tandis que le couple Stridum regagnait l'Afrique du Sud. Le fils de M. Wallert est toujours retenu à Jolo. Bonsoir Maryse.
Bonsoir. On est rudement content que vous soyez là. Moi aussi. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je goûte mes moments de liberté. Je savoure le fait de retrouver les miens. Et je pense évidemment à Jean-Jacques Le Garec et à Roland Madura, avec qui j'étais détenue, et bien sûr aux autres otages qui sont toujours là-bas. C'est un peu dur de profiter de cette liberté alors qu'à à cette heure-là sont encore dans la jungle. Mais bon, je suis là, c'est bien. Alors, on était d'ici, le président de la République aussi en a parlé, on était assez admiratifs. La force que vous avez manifestée tous. Comment vous avez fait? Comment vous faites? Comment font-ils en ce moment pour tenir? On tient en se disant on va sortir, c'est sûr. Être otage, c'est se dire en permanence quand, combien de temps ça va durer. Et est-ce que ça peut durer des mois et pourquoi pas des années? Et moi, je me disais parfois, il vous prend parfois des peurs paniques comme ça. On se dit, et si ça durait 1 an? Et si ça durait 2 ans? Et si je laissais dans cet endroit 2 ans de ma vie? Ça, c'est une vraie souffrance. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, et même si vous recevez des vivres, et si vous, de temps en temps vous pouvez téléphoner, à la limite c'est pire. Même vous vous dites, on leur coûte rien à ces gens. Ça peut durer des années. Il y avait quelque chose d'absurde. Vous avez pu quelquefois téléphoner, vous avez reçu du courrier, vous avez pu écrire. C'était quelque chose d'ubuesque, non? Ubu. C'est des gens sans idéal politique, on était stupéfaits par leur demande. Une fois, Robot est venu nous voir et il m'a demandé d'écrire une lettre. Le commandant Robot, le commandant Robot, qui était un des leaders de ce groupe. Et donc bon, je prends un papier, une feuille, et je lui dis bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Il voulait que j'écrive ses revendications pour les transmettre aux négociateurs à Aventarado. Il me dit je veux $1 million pour chacun d'entre vous. Ok, je prends mon crayon, j'écris $1 million pour chacun d'entre nous. Il réfléchit un peu et il dit et puis aussi, est-ce que vous pouvez ajouter la démission du maire de Jolo? Bon, d'accord, j'écris démission du maire de Jolo. Et il nous regarde et il ajoute et puis je voudrais aussi 2 montres de plongée. Et là je me dis c'est pas possible, hein. Là, le ciel vous tombe sur la tête, quoi. On s'est dit, mais on partira jamais d'ici. Ces gens veulent $1 million et 2 montres de plongée. C'est ubu, quoi. Les conditions elles-mêmes de détention, vous aviez à manger, vous dormiez dans des conditions convenables, vous avez pu vous laver. Comment vivent-ils, eux, en ce moment, eux qui sont toujours là-bas? Au début, des conditions difficiles puisqu'on n'avait rien, donc on dormait par terre, après tout comme vivent des millions de gens dans le monde. Hein. On mangeait du riz blanc, quelques sardines, et puis bon, avec le temps, on a commencé à recevoir un peu des vivres, des colis envoyés par la France. De temps en temps, on allait se laver dans une rivière. Pour moi, c'était l'occasion de voir des femmes, ce qui faisait du bien, parce que j'étais entourée d'un monde d'hommes. Bon, voilà, on allait se laver dans la rivière, comme le font des millions de gens dans le monde aussi, en fait. C'est pas tant ces conditions, bon, des tirs en permanence, une situation de guerre quand même. Et de menaces, sachant que l'armée philippine n'est pas loin. On se disait toujours que peut-être ils allaient attaquer. D'ailleurs, une fois, on nous a dit, pour notre groupe à nous, ça n'est arrivé qu'une fois. Pour l'autre groupe, c'est arrivé plusieurs fois. Ceux qui sont restés 4 mois ont vécu des choses vraiment très très difficiles, plus difficiles que ce que nous avons vécu. Une fois, on nous a dit, il faut tout prendre là maintenant, tout de suite, parce que dans 5 minutes, il y a l'attaque des militaires philippins. Donc on s'est préparé, on a tout rassemblé. C'est bon, c'est une expérience. On va chercher au fond de soi des choses. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans la perception de l'actualité, de la vie des êtres humains? Je sais pas, c'est peut-être un peu ce serait tellement attendu de dire ça. On pense à des choses essentielles, bien sûr. Et puis là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller travailler demain matin, vous voyez. J'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime, et on verra après pour le reste. C'est ça les choses essentielles aussi. Après, c'est quand ils reviendront tous. Oui, exactement. C'est surtout on les ça. attend maintenant. Merci Maryse.
C'est donc maintenant une deuxième étape des discussions et des négociations pour faire sortir de Jolo les otages occidentaux. Stéphane Loisy, Jean-Jacques Le Guérec et Roland Madura, notamment, les 3 Français. Un négociateur philippin optimiste disait aujourd'hui que tout serait fait dans les 2 semaines à venir. On verra. Mais la capture hier d'un nouvel otage, un Américain, complique bien les choses, d'autant que le groupe qui l'a enlevé est plutôt menaçant. Commentaire Dorothée Olyric. Il est américain, il a 24 ans, il est otage depuis 2 jours, détenu quelque part dans la jungle de Jolo. Tout de suite, les États-Unis ont dépêché des diplomates à Manille et sur l'île de Mindanao, où Jeffrey Chilling a été enlevé en plein jour. À Zamboanga, le consul américain a demandé l'aide du gouvernement philippin pour que leurs ressortissants soient libérés sains et saufs. À Washington, le ton est extrêmement ferme. Les États-Unis ne feront aucune concession. En ce qui concerne le paiement d'une rançon, notre politique américaine est très claire. On ne traitera pas avec les terroristes, on ne paiera pas de rançon. On ne relâchera en échange aucun prisonnier, on ne fera pas de concession. L'enlèvement de l'Américain a été revendiqué sur une radio philippine par le groupe Abu Sayyaf. Le porte-parole a même précisé que si Washington et Manille refusaient de négocier, Jeffrey Chilling serait tué. C'est une autre faction du groupe Abu Sayyaf qui a enlevé l'Américain. Le commandant Robo, qui détient toujours les otages occidentaux, aurait déclaré aux négociateurs qu'il n'avait rien à voir avec cette prise d'otages. Le chef de l'autre faction, c'est lui, le commandant Radulan Sajiron, dit commandant Moncho. Quand nous l'avons rencontré dans la jungle de Jolo, il était pourtant avec les autres geôliers des otages occidentaux. Mais il y aurait eu désaccord entre les leaders, certains comme le commandant Moncho, plus attachés à l'idéologie qu'aux rançons. Sur l'île de Basilan, où est implantée cette faction d'Abu Sayyaf, les prises d'otages sont aussi très courantes. En mai dernier, 6 enfants détenus pendant des semaines avaient été libérés, mais plusieurs otages avaient également été tués par le groupe. Selon l'émissaire philippin Roberto Aventarado, l'enlèvement de l'Américain n'affectera pas les négociations pour la libération des Européens. Les 6 otages encore détenus par le commandant Robo devraient être libérés d'ici à 15 jours, a-t-il précisé, en soulignant que les libérations pourraient se faire en plusieurs fois. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle prévue le 17 septembre a été reportée au 22 octobre. Il y a pour l'instant 19 candidats en lice. Le président américain Bill Clinton est arrivé aujourd'hui à Carthagène en Colombie. Il vient solennellement apporter son soutien à la véritable guerre menée par les autorités de Bogota contre le trafic de drogue. Mais sur le trajet emprunté par Bill Clinton, on a découvert une bombe. La bombe a été désamorcée à temps. Une aide d'1,319 milliard de dollars est annoncée par le président des États-Unis. Cet appui américain à la lutte antidrogue s'accompagne de la présence de milliers d'agents spécialisés. La détermination des États-Unis est très forte car la drogue ferait 52 000 morts par an sur le territoire américain et 90% des produits consommés viendraient de la Colombie. Commentaire Philippe Gassot. L'apocalypse pour les narcotrafiquants, Washington la souhaite pour demain. Personne ne s'étonnera pour une déclaration de guerre que la ville de Carthagène au nord de la Colombie soit quadrillée. Ils sont 5000 soldats colombiens, épaulés par des spécialistes des stupes de la CIA et des services secrets américains. Carthagène a été choisie car la capitale, Bogota, n'a pas été jugée assez sûre pour recevoir un président américain. Bill Clinton ne vient pas les mains vides, ce sont près de 7 milliards de francs, une somme énorme qu'il met dans la balance. Vient-il aider la Colombie ou protéger les États-Unis de son plus grand fléau, la drogue? 90% de la cocaïne consommée en Amérique du Nord vient d'ici. Les narcotrafiquants redistribuent en partie les dollars, alors pas de guerre contre la drogue sans préoccupation sociale. La lutte ne doit pas ajouter à la misère. Tout d'abord, le plan colombien est destiné à combattre nos ennemis communs, les trafiquants de drogue. Mais il est bon de souligner que 75% des moyens mis en œuvre par le plan colombien iront à l'aide sociale. Pour les interventions et la destruction de la coca par défoliation, 60 hélicoptères seront fournis. 500 instructeurs américains seront chargés de la formation. Ce sont 400 tonnes de cocaïne pure qui arrivent chaque année aux États-Unis. Et la Colombie, premier fournisseur, on le sait, se met à l'héroïne. Mais il ne s'agira pas uniquement de détruire les récoltes et d'arrêter les gros bonnets. La principale guérilla, la FARC, avec ses 12 000 hommes bien armés, tient les principales zones de production et aussi son principal moyen de financement qu'elle défendra. Une nouvelle guerre de la drogue à gros budget cette fois se prépare en Colombie.
Obsèques aujourd'hui à Madrid de Manuel Indiano, jeune conseiller municipal de la localité de Zumárraga au Pays Basque, assassiné hier, un assassinat attribué à l'organisation séparatiste basque ETA. Vous le voyez, le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, assistait aux funérailles. Plusieurs manifestations contre la violence de l'ETA sont organisées ce soir dans de nombreuses villes espagnoles. L'ETA reste donc très active, elle bénéficie d'appui en Pays Basque espagnol, mais aussi éventuellement de secours côté français. Pourtant, la répression contre les militants séparatistes présumés proches de l'ETA est beaucoup plus forte depuis quelques années en France. Cela va de l'assignation à résidence jusqu'à la collaboration très étroite entre les deux polices. Voyez l'enquête d'Agnès Varamian et Vincent Bouffartigue. L'hôtel est isolé, parfait pour une assignation à résidence. Alberto López de la Calle vient de purger une peine de 6 ans de prison pour appartenance à ETA. La France veut l'expulser vers l'Espagne, il s'y oppose. Et s'il se promène, c'est toujours sous surveillance policière. Arrivé en 79 en France, Alberto passera 8 années dans la clandestinité. Devant nous, il n'en dira rien. Sinon que pendant tout ce temps, il n'a pas quitté le Pays Basque français, son pays, dit-il. Moi, jamais je me suis trouvé un étranger au Pays Basque Nord. C'est une partie de mon pays et j'ai la même langue qu'eux, avec certains les mêmes idéaux. Et le même but de lutte. Vous avez milité pour l'ETA sur le territoire français? Là, je préfère pas répondre à ces questions-là. Clandestin, Alberto en savait sans doute trop pour se risquer en Espagne. Depuis 10 ans, la France interpelle, juge et expulse parfois illégalement des militants basques. L'année dernière, à Paris, la police arrêtait le numéro 2 présumé d'ETA et 4 autres militants. Cette année, à Pau, autre interpellation couronnée d'une saisie de 2,5 tonnes d'explosifs. Un travail policier discret, mais pour lequel la coopération avec l'Espagne est forte. Ici, à la frontière, le commissariat est commun. On partage les fichiers. Des voitures volées en France servent à des attentats en Espagne. L'ETA est présente en France, l'ETA est présente en Espagne, donc il leur faut une voiture, ils peuvent la prendre en France comme en Espagne. Avec une frontière difficile à surveiller, le Pays Basque français est une zone de repli naturelle. Longtemps, les militants basques ont trouvé côté français de l'indulgence. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Les nationalistes reprochent même à Paris de s'aligner sur l'intransigeance de Madrid. Ce qui est sûr, c'est que la position de la France aujourd'hui vis-à-vis du problème basque ne contribue pas à l'amorce de solution. Et tout ce qui ne contribue pas à l'amorce de solution contribue à aggraver le problème. Et tout ce qui contribue à aggraver le problème est porteur de risque de contagion. ETA n'a jamais commis un seul attentat en France. Question de priorité, il faut, dit l'organisation, libérer le sud, côté espagnol, avant le nord, côté français. Sport, c'est la fin d'une belle époque, sans doute, dans l'univers étoilé du football français. Le capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps, a décidé d'arrêter sa carrière internationale à l'issue du prochain match amical samedi face à l'Angleterre au Stade de France. Didier Deschamps, c'est 103 sélections, 103e samedi, et un palmarès tout à fait exceptionnel. Portrait Nathanaël de Rinxin. Roger Lemaire a tout essayé, rien n'est fait. Pas même cette discussion improvisée sur la pelouse de Rotterdam au soir de la finale face à l'Italie. L'histoire de Didier Deschamps avec l'équipe de France s'arrêtera donc samedi prochain. Dans une interview accordée à Paris Match, le joueur français le plus titré de l'histoire annonce son intention à 31 ans d'arrêter sa carrière internationale. J'ai su ce soir-là à Rotterdam, à la seconde du coup de sifflet final, que je ne connaîtrai jamais quelque chose de plus fort. Ma décision était prise. Avec le départ de Didier Deschamps, c'est la base de l'équipe de France qui s'en va. Le patron, comme on le surnomme, porte le maillot bleu depuis avril 1989. À l'époque, Deschamps avait tout juste 20 ans, mais commençait à faire parler de lui avec le FC Nantes, son club formateur. C'est le cœur de l'équipe, c'est le genre de gars qui pousse, qui tire, qui est toujours présent, indispensable, il n'y a pas d'autre terme, et donc hyper efficace. À Marseille, Deschamps se rend rapidement indispensable. En 1993, il offre à la France sa première Coupe d'Europe des clubs. Mais les affaires rattrapent l'OM. Deschamps part à la Juventus de Turin où il enrichit encore un peu plus son palmarès international. Didier Deschamps fêtera samedi sa 103e et dernière sélection. Un record, une belle histoire marquée par une belle victoire. Deschamps restera à jamais le premier Français à avoir brandi la Coupe du Monde.
Le festival de la Chaise-Dieu s'achèvera le 3 septembre prochain. C'est le grand rendez-vous des passionnés de musique sacrée. Il permet la découverte d'œuvres musicales rares et parfois difficiles à interpréter. Mais dans ce petit village d'Auvergne, le festival remplit aussi une mission d'initiation à l'écoute de la musique classique en compagnie des enfants de la commune. Reportage Dominique Barouche et Laurent Siron. Voici un cours qui se donne à coups de bâton et à coups de pied. Car écouter la musique, c'est avant tout reconnaître le rythme. Pourquoi tu t'es gouré? Je vais répéter les sons qu'on nous faisait voir et avec le bâton. Alors on faisait un coup le pied et deux coups le bâton. Les enfants du pays s'initient à la pratique de certains instruments. Car l'école de musique la plus proche se trouve au Puy-en-Velay, à 40 km d'ici. Si on veut qu'un festival comme la Chaise-Dieu continue à avoir un public, il faut penser aux enfants aussi. Donc ça, la première philosophie, elle est là. Et puis elle est aussi de toucher peut-être des gens qui n'ont pas accès à la musique durant l'année. La découverte est totale, même pour les mélomanes. Dans cette œuvre de la Renaissance, les chœurs ont été partagés en deux. C'est pour avoir, comme les Italiens disent, le chorus spezzati, c'est-à-dire la stéréophonie, parce que les phrases se répondent l'un à l'autre. Une prouesse musicale. Pour compenser la distance qui les sépare, les deux groupes de chœurs sont constamment décalés d'une fraction de seconde. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Au revoir. Le temps du festival, les mélomanes viennent des 4 coins de France dans ce petit village de 800 habitants. Le public du département, lui, est plus rare, un spectateur sur 20 seulement, au grand regret des organisateurs. Un des grands vœux du festival et sa propre disparition, si je puis dire, c'est que, eh bien, on aille au concert régulièrement en Haute-Loire et qu'on n'ait plus besoin d'un festival de musique pour être motivé à un spectacle. En 34 ans d'efforts, le festival a réussi à ancrer la musique à la Chaise-Dieu. Le pari devient aujourd'hui d'y intéresser la population locale. Le festival de la Chaise-Dieu, c'est jusqu'au 3 septembre. Alors avant de terminer cette édition, une bonne nouvelle. Hier, nous relations dans cette édition l'histoire de cet enfant de 7 ans, Mélanie, handicapée moteur, qui ne pouvait aller en classe faute d'accompagnatrice. La mobilisation des familles de Chavannes-sur-l'Étang dans le Haut-Rhin a payé. L'éducation nationale est intervenue pour mettre une aide éducatrice à la disposition de Mélanie dès demain. Bonne rentrée donc, Mélanie. Voilà, je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Tout d'abord, la colère, anti-prix du gazole qui monte. Les marins-pêcheurs bloquent les ports, les agriculteurs, les routiers jusqu'aux taxis menacent. Il y aura une rencontre demain avec le ministre Jean Glavany. Et puis on a évité le pire à la station de métro Notre-Dame-de-Lorette à Paris à la mi-journée. Une rame s'est couchée. Il y a 24 blessés, j'allais dire, seulement. Dans quelques secondes, Isabelle Martinet vous dira tout sur la météo. Le dernier journal de la rédaction, c'est à minuit 10 avec Florence Duprat. Demain à 7h50, on reparlera de la crise du prix du gazole avec Françoise David qui interviewera Jean Glavany, ministre de l'Agriculture et de la Pêche. À 13h, vous trouverez ici même Laurence Ostolaza et Antoine Cormery. À demain 20h. Bonsoir. Merci.